problème, comme le disait Bernard Cohen-Haddad? En fait, ce qu'on voit, c'est que globalement, on a depuis 10, 15, 20 ans, on a une explosion de la délinquance et de la criminalité. Et ça a été accentué par la crise du coronavirus qui a conduit au confinement et à l'accentuation du fait qu'on ait de plus en plus de tarés en France. Voilà, il faut le dire. C'est le premier point essentiel. L'autre point, ce que je vois... Ce sont des propos qui n'engagent que vous, encore une fois. Non, qui n'engagent que moi, évidemment. On le répète. Le deuxième point, c'est qu'il y a une radicalité. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement que le nombre d'actes est beaucoup plus important, c'est que les actes sont beaucoup plus conséquents. C'est-à-dire qu'en temps normal, dans un pays normal, dans une société normale, dans une famille normale, déjà, vous n'agressez pas verbalement, vous insultez pas, vous parlez pas mal à une personne de 79 ans. C'est votre aîné, vous lui devez le respect et une certaine forme d'autorité. En plus, on ne parle même pas d'agression verbale, on ne parle même pas d'altercation verbale, on parle d'agression physique. Quand vous regardez cette image, on voit bien qu'il n'est pas allé par le dos de la cuillère, le monsieur qui l'a agressé. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Et moi, je pense qu'on arrive dans une société où il y a de plus en plus de barbares qui n'ont pas le même rapport que nous entre le bien et le mal. C'est-à-dire qu'on partage un ensemble de corpus de valeurs, d'un certain idéal, de fait de respecter son aîné, de le traiter convenablement. Il y a des personnes qui se disent qu'avoir des altercations verbales assez musclées avec son aîné est tout à fait normal, et encore pire, des agressions sont parfaitement justifiées. Et on arrive à un autre point qui est important, c'est qu'on a une certaine forme d'impunité dans une culture d'irresponsabilité. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui commettent des actes, des agressions, et qui n'ont aucune conséquence de leurs actes. Lorsque vous agressez quelqu'un et que vous n'avez aucune conséquence, vous différenciez pas ce qui est bien et ce qui est du mal. Or, la justice a deux principes essentiels. Le premier, c'est de séparer ces personnes qui ne peuvent pas vivre correctement dans notre société, c'est-à-dire qui sont nuisibles à l'ensemble de la société. Lorsque vous agressez quelqu'un, vous agressez la personne, vous agressez la société dans son ensemble, dans son corpus d'idéal et de valeurs. L'autre point, c'est de différencier ce qui est de bien et ce qui est de mal. C'est-à-dire que la justice est là pour vous dire que ce que vous avez fait est mal et vous ne devez pas le reproduire. Or, lorsque vous avez un certain laxisme judiciaire, une certaine impunité, des personnes recommencent en se disant « c'est pas grave, je peux continuer, il m'arrivera absolument rien ». Particulièrement aussi? Moi, toutes les personnes qui représentent une forme d'autorité sont contestées. Il y a plusieurs points. Le premier point, c'est qu'on est dans une société de défiance. C'est-à-dire, comme l'a rappelé Bernard Cohen-Haddad, c'est-à-dire que lorsque vous avez une altercation, comme il y a une personne qui conteste, qui n'est pas en confiance avec l'autre, ça produit des altercations. Ça, c'est le premier élément. Mais le fait qu'il y ait des altercations ne conduit pas forcément à des agressions. Le fait qu'il y ait des agressions produit un autre phénomène. C'est pourquoi est-ce que des personnes décident de passer d'une altercation verbale ou d'un différend qu'on peut régler à l'amiable, que ce soit par un accident de voiture, un problème dans un commerce, un problème de contestation sur un remboursement de prix, de remboursement de prestations, etc., à une agression. Le point, c'est qu'on est une société malheureusement d'ultra-violence et de barbarie. Ça, c'est le point essentiel. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui considèrent et qui n'ont pas le même rapport de ce qui est normal et de ce qui est anormal. Vous n'avez pas le même rapport de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et la question que vous posez, c'est qu'en plus, cette haine et cette ultra-violence est d'autant plus aggravée pour les dépositaires et les représentants de l'État. C'est-à-dire que toutes les formes d'autorité de ce qu'on avait au-dessus est contestée. Bernard Cohen-Haddad représentait les commerçants il y a un certain temps. Lorsque vous êtes commerçant, à chaque fois que vous avez un problème, ça part tout de suite en agression, en contestation du prix. Vous avez menti, vous avez arnaqué, etc. Donc ce n'est pas uniquement les services publics qui sont touchés, c'est un ensemble de représentants d'autorité qui sont contestés, qui sont attaqués. Or, le but d'une société et d'une démocratie libérale, d'une société civilisée, c'est de respecter la loi et l'ordre. Si la loi n'est pas appliquée, l'ordre républicain n'est pas assuré, on dérive petit à petit vers des États auxquels on ne veut pas rassembler, comme les États d'Amérique du Sud, voire les autocraties, qui malheureusement ne sont pas des modèles pour nous, parce qu'on est dans un certain idéal, on représente quand même les déclarations des droits de l'homme, la Révolution française, donc on doit assurer à minima, on était un peu le phare de l'Occident, il faut le rester, et pour ça il faut assurer la loi et l'ordre. En tout cas, pas recevable en l'état par le Conseil d'État, William Tay. Alors, il y a un premier élément, c'est que le dossier était très difficile à constituer parce que les Soulèvements de la Terre ne sont pas une association, c'est une association de fait, et qu'ensuite, après, il fallait caractériser la dangerosité, et il y a différents motifs pour dissoudre une association, parce qu'on a une liberté d'association qui est protégée par ce qu'on appelle, dans la Constitution française, par bloc de constitutionnalité, donc la Déclaration des droits de l'homme, etc. Donc, il y a une certaine protection juridique pour faire en sorte que la liberté d'association soit respectée. Ça, c'est le premier point, donc c'est une décision du Conseil constitutionnel. Juste pour expliquer, en fait, il fallait que le gouvernement puisse illustrer que le groupe Les Soulèvements de la Terre avait été à l'origine revendiqué les violences, alors qu'ils avaient parfois juste communiqué sur des actions qui avaient été menées. Et même ça ne permet pas de justifier la dissolution de l'association. Donc c'est très, très, très compliqué de dissoudre une association en France. L'autre point essentiel, c'est qu'il faut bien distinguer que le jugement du Conseil d'État est un jugement en référé. C'est-à-dire que comme sur l'imam Mikoussan il y a un an,
eh ben, vous avez une première décision qui est prise en urgence pour stopper ce qu'on appelle le décret, donc mettre un caractère dissuspensif. Et ensuite, après, vous avez un jugement de fond qui va valider ou pas, qui aura lieu à l'automne, qui va valider ou pas le réquisitoire du ministère de l'Intérieur. Donc pour l'instant, certes, on peut parler de camouflet, mais il faut se rappeler que pour l'imam Iqiyoussen, il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire que le référé était contre le ministère de l'Intérieur, et ensuite, après, la décision sur le fond a été faite pour valider l'expulsion notamment de l'imam Iqiyoussen, donc Gérald Darmanin. Donc il faut rester prudent. L'autre point que moi je vois, qui est dramatique dans ce cas-là, c'est qu'en fait, vous avez une circonstance et vous avez le Conseil d'État, donc les juges, qui considèrent qu'une association a le droit d'encourager, d'attaquer des flics, à Sainte-Soline notamment, parce qu'ils ont été à l'initiative de cette manifestation, de braver les interdictions de manifestation et d'encourager de manière directe ou indirecte des personnes à venir avec des haches, avec des cocktails Molotov pour en découdre avec les forces de l'ordre. Donc la question qui peut se poser, moi c'est même pas la dissolution, moi je pense qu'il faut même aller plus loin, ce qu'avait commencé à entreprendre Gérald Darmanin, c'est qu'il faut caractériser les personnes qui constituent les soulèvements de la terre et qui ont participé aux manifestations de Sainte-Soline et des différentes dégradations causées aux biens et aux attaques des personnes, notamment des représentants de l'État, des forces de l'ordre, comme des éco-terroristes. Il faut pouvoir les traquer. Reprenez-vous ce terme d'éco-terroriste ? Oui, moi je parle même de terroristes tout court. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que lorsque vous avez des personnes qui, au nom d'une idéologie, s'attaquent à des biens et agressent des personnes, vous rentrez dans la définition du droit national et international du terrorisme au nom d'une idéologie. Et parce qu'on ne caractérise pas les faits, notamment parce que ce sont des personnes sympathiques, parce qu'ils se baladent, ils attaquent des McDo, ils attaquent des champs d'agriculteurs et qu'ils apparaissent comme des anticapitalistes, et ben on a une certaine bienveillance à leur égard. Or, si on caractérisait les faits d'un point de vue juridique, ce sont des terroristes, il faut les qualifier comme tels. Le premier acte, ça doit être de dissoudre cette association. Le deuxième acte, ça doit être de prendre toutes les personnes qui ont participé concrètement à ces dégradations de biens et aux attaques de personnes comme des terroristes. Alberto Toscano a réagi par le biais d'un communiqué, estimant donc que c'est un camouflet pour le gouvernement. La décision parle d'elle-même et les soulèvements de la terre annoncent que leur prochaine action aura lieu le 18 août. Un convoi de l'eau contre les méga-bassines avec 900 vélos, 20 tracteurs. Et cette action, elle partira de Sainte-Soline. C'est évidemment très symbolique. Forcément. Pour le gouvernement, en quelques secondes, William, ça devient un problème à régler. En tout cas, il y a un bras de fer qui s'engage. Mais c'est de la provocation. C'est de la provocation. Et les personnes qui disent c'est une décision liberticide de dissoudre cette association, c'est une décision liberticide. Pourquoi ? Parce que c'est liberticide d'interdire d'attaquer des policiers, de viser et de quasiment tuer des policiers sur les images qu'on a vues à Sainte-Soline, où des policiers dans une voiture se sont pris des cocktails Molotov jusqu'à être brûlés et grièvement blessés. Est-ce que c'est un liberticide d'interdire à des personnes de s'en prendre et de est-ce qu'il y a besoin de dissoudre l'association pour empêcher ce acte ? Oui, non, mais on va y arriver. Et ensuite, après, ils continuent encore dans leurs actes de provocation, c'est-à-dire qu'ils encouragent à Sainte-Soline, de manière directe ou indirecte, on va rester prudent sur le plan juridique, pour faire en sorte qu'à Sainte-Soline, ils vont faire en sorte que, forcément, ils n'encouragent pas des antifas, des black blocs à venir en découdre avec les forces de l'ordre, de venir s'attaquer aux méga-bassines, de s'attaquer aux biens des agriculteurs, de s'attaquer aux forces de l'ordre et de s'attaquer aux représentants de l'État. Donc, évidemment, vous avez une provocation directe ou indirecte et d'encouragement à la discrimination, à la haine anti-flic, et j'espère que l'État se reprend des mesures qui sont fortes, d'une part pour les dissoudre et les traduire en justice. Mais répondez à l'émotion près de ce collège. Oui, bien sûr, c'est malheureux à deux titres. C'est malheureux parce que, évidemment, c'est une mort qui va faire beaucoup de pertes en fait, à la communauté et à l'ensemble de la ville, qui était quand même un chef d'établissement qui était respecté et qui avait montré justement qu'il était dévoué à sa tâche. C'était quelqu'un qui était sur sa route pour aller sur son lieu de vacances et pour un signal d'alarme, il est venu voir lui-même parce qu'il était attaché à son établissement, il était attaché à l'établissement qui a accueilli ses élèves. Le dévouement d'ailleurs. Le dévouement de cette personne. Effectivement, on ne peut pas parler. La seule chose qu'on peut savoir, c'est que le parquet parle de mort suspecte, alors qu'on pensait initialement que c'était une mort par crise cardiaque. L'autopsie et l'enquête va se poursuivre pour voir les circonstances de ce drame. La question aussi qu'on peut se poser sur la question des chefs d'établissement, du personnel de l'éducation nationale, c'est pourquoi est-ce que potentiellement vous avez autant d'agressions, pas de décès, mais vous avez autant d'agressions, d'insultes et de menaces envers le personnel enseignant. Je crois que selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, vous avez 6% du personnel de l'Éducation nationale qui est visé par des agressions physiques. Vous avez 16% du personnel de l'Éducation nationale qui est ciblé par des menaces et des insultes au quotidien. Donc, même si on ne connaît pas les circonstances du drame, on peut se poser la question de la sécurité de notre personnel d'éducation nationale et l'ensemble du personnel de service public qui est en première ligne avec une hausse constante des agressions, des insultes et du quotidien. On parle quand même de profession où c'est la vocation qui est en jeu, c'est pas forcément sur les questions de salaire. Or,
sur ce qu'on appelle l'engagement immatériel et l'engagement immatériel, sur la vocation et sur l'engagement matériel, il faut faire en sorte que l'État puisse soutenir ses enseignants, ses chefs d'établissement et l'ensemble des personnes qui œuvrent pour le bien commun. Je suis d'accord avec ce qui a été dit à l'instant. Ce que montrent les classements PISA effectués par l'OCDE, c'est qu'en fait, ce sont les sociétés où il y a le plus d'ordre, il y a le plus de respect de l'autorité qui fonctionnent le mieux. Le classement PISA montre que depuis 20 ans, les pays occidentaux sont en train de s'écrouler parce qu'on a pratiqué ce qu'on appelle le pédagogisme et le nivellement par le bas. Or, les sociétés qui fonctionnent le mieux, c'est-à-dire la Chine, Singapour, le Japon, la Corée du Sud, sont pratiquées sur un nivellement par le haut, donc une visée d'excellence et de méritocratie, et surtout du respect de la transmission du savoir. On n'est pas là pour contester le savoir du professeur, on est là pour apprendre le savoir. Or, l'ensemble de ces sujets se regroupent. Si par cas vous respectez votre professeur parce que il vous a aidé, il vous a accompagné, il vous a transmis un savoir, il vous a aidé à vous développer, à vous faire vivre comme un citoyen, et vous réussissez à l'école, vous pouvez également réussir dans la vie, et surtout, vous ne l'agressez pas au quotidien, parce que vous ne faites pas partie des 16% des personnes qui agressent un personnel d'éducation. Et je vais terminer dessus. Par contre, nous, ce qu'on a visé notamment dans les sociétés occidentales, avec une baisse drastique du niveau des élèves, c'est qu'on a pratiqué ce qu'on appelle le pédagogisme, qui est enseigné malheureusement par la sociologie française, et que c'est la seule chose qu'on a exportée dans la société occidentale, et ça n'a absolument pas marché, et le nivellement par le bas. On a dit que si les personnes n'arrivaient pas à apprendre, c'est parce qu'en fait, il fallait dévaluer l'autorité du professeur, il fallait mettre le professeur au même niveau que les élèves. Or, si vous mettez le professeur au même niveau que les élèves, où est le respect envers l'institution, où est le respect envers les professeurs, et si par cas vous êtes en capacité de contester le savoir, est-ce que vous n'arrivez pas petit à petit, à un moment où vous avez une altercation, à une agression, et malheureusement, une perte de sens et une perte de niveau dans l'ensemble de notre civilisation.